Hey. On peut demander à Mono, il vous dira exactement ce que c'est. Sur le plateau de Bandiagara se dresse l'auvent de Songo. C'est là que tous les 60 ans s'achèvent les cérémonies du Sigi. En effet, après un itinéraire de 7 ans à travers le pays d'Ogon, le Sigi retourne d'ici à son point de départ à Yougo-Dogo. Germaine Dieterlin, que pouvez-vous nous dire de l'auvent de Songo et de ses peintures? Vous êtes ici devant ce qu'on a appelé depuis longtemps l'auvent d'Esplagne, parce que c'est le lieutenant d'Esplagne qui l'a, pour nous, chercheurs, vu le premier et fait connaître à ceux qui s'intéressaient à l'Afrique. On trouvera dans son ouvrage la première photographie que nous ayons de cet auvent. Je vais essayer de vous dire ce qu'on trouve à Songo. Vous avez pu voir ici des sortes de chicots naturels qui sortent de cette plaine, et qui sont d'ailleurs très spectaculaires. Les Dogons, comme toujours, sont venus s'installer à ce moment-là sur les endroits élevés, simplement pour éviter les guerres et pour pouvoir se défendre. C'est une position stratégique. Et ils ont ensuite utilisé les cavernes, les rochers naturels et construit des aménagements de façon à reproduire schématiquement les événements mythiques avec lesquels construites, établies sur les bases de leur religion et de leur vie sociale, exactement de la même façon qu'elles étaient inscrites dans les monts Mandingues d'où ils viennent. Cet endroit est important parce qu'il connote à la fois 3 événements mythiques différents. Premièrement, la descente du ciel du forgeron avec les techniques du fer. Deuxièmement, la circoncision de la 5e génération des hommes. Troisièmement, les cérémonies soixantenaires du Sigi qui commémorent la révélation de la parole orale aux êtres humains. Ici, vous avez l'événement figuré par le rocher tout seul que vous avez vu en arrivant. La descente du forgeron mythique de ciel sur la terre. C'est ce personnage qui est représenté là parce que, du moins symboliquement, est la forge. Parce que c'est lui qui est d'abord le circonciseur, ensuite c'est lui qui est le grand initié, ensuite c'est lui qui va pouvoir vivre suffisamment longtemps pour transmettre cette cérémonie soixantenaire qui est à l'origine, si vous voulez, qui est une des premières célébrées par les hommes après leur arrivée et qui trouve quelque chose de particulier ici. Donc, représentation de la descente du forgeron qui descend seul, plus exactement avec la jumelle du géniteur mythique de l'humanité, le Nomo, je dis son nom parce qu'il faut le savoir, et sa propre jumelle, qu'il épouse d'ailleurs, on épousait sa jumelle à l'époque. Ceci est la première et la plus importante des représentations associées à Songo, et ici vous avez ce que je vous ai dit, une caverne représentant la circoncision. Or, ce n'est pas la première. C'est la caverne représentant la circoncision mythique de la 5e génération des hommes. Il existe chez les Dogons un système de parenté et de complet sur 5 générations qui connote absolument l'histoire, pour eux c'est l'histoire des hommes. Et chacune de ces générations, à chacune de ces générations, se sont passés des événements qui sont justement connotés par des peintures, par des dessins, par des rituels et par un système social organisé en fonction de ces événements. L'événement ici a été donc la descente et l'installation de la forge, qui, je le dis tout de suite, est absolument d'une importance capitale, parce que c'est évidemment une religion qui est basée sur, en grande partie, sur l'apparition du fer. Donc, chacune des cavernes concernant la circoncision, et à la fois la circoncision mythique,
présente ses peintures et ses dessins, qui sont des dessins qu'on refait théoriquement à chaque circoncision. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous dire ce que représentent quelques-unes de ces peintures. Il y a... alors, je vais vous montrer une sacoche de Silly. Ils sont des plats. Tout ça sont des sacoches. Oui. Hein, la sacoche de cuir, faite par le cordonnier. Chaque homme, venant de Silly, est vêtu d'une certaine façon, extrêmement caractéristique. Il est vêtu de façon à ressembler à un poisson. Il a sur la tête un bonnet qui ressemble à une tête de poisson, et il a un très long pantalon serré aux chevilles qui représente la queue du poisson. C'est il est à l'état presque fœtal. Ils disent, on dit en parlant, les dogons sont à ce moment-là, les hommes sont à ce moment-là comme des femmes enceintes. Comme des femmes enceintes. Ils sont à la fois enceintes. De quoi sont-ils enceintes? Eh bien, ils sont enceintes de parole. Parce qu'une des... C'est justement pour ça que c'est figuré ici. Les accessoires du Silly pourraient très bien être figurés, ils n'ont pas le même symbolisme que la sacoche. Normalement, c'est une sacoche à provision, une sacoche à tabac. En réalité, c'est le sac à parole. C'est là qu'est figurée la parole révélée. Parce que le tabac se met dans la bouche. Et que cette parole, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça que portent les hommes. Ils ont tous une sacoche qu'ils achètent pour l'occasion, toute neuve, et qui conserve, on peut se servir parfaitement. Alors, d'une façon générale, vous avez des dessins de masques classiques, comme ce masque-là, par exemple, trichrome, n'est-ce pas? C'est le masque rognier, Sim, qui représente l'union, le lien entre le ciel et la terre. Et cet arbre a poussé pour des raisons précises dans le champ de lignage à un moment du mythe, donc il est représenté par un masque. Vous avez les masques Kanaga, qui sont encore plus intéressants, je ne sais pas où ils sont, parce que alors, le masque Kanaga, comme vous verrez certainement à Sangha tout à l'heure, connote à lui seul 3 épisodes mythiques différents. Le fait, la création du monde par Dieu, ça c'est la seule chose qui est représentée, c'est le mouvement spiralant apporté aux astres et à la création par le Créateur après sa réalisation, ou en même temps que sa réalisation. C'est le mouvement tournoyant du masque qui représente ça. Et puis, le masque représente aussi un insecte d'eau qui est envoyé par le renard pour contrecarrer toujours son créateur et son frère triomphant et sacrifié mais triomphant, qui est le moment, mord l'arche pour essayer de la couler. Et puis, alors ça c'est un épisode particulier. Et le troisième, celui-là porte des petits points rouges, c'est le renard coupable d'avoir volé le Nil, d'avoir mis l'impureté dans le sol et d'avoir essayé de tout perturber, c'est le renard mort à la 15e année du mythe, mais ressuscité bien entendu, lui aussi. Et je ne vous dis rien là-dessus, parce qu'il est tardif, je ne sais pas qui l'a fait, vous voyez bien que les enfants ont rajouté comme toujours dans toutes les cavernes, des petites peintures qui sont certainement pas spécifiques, celles-ci par exemple. Ce ne sont pas des peintures du tout rituelles. Le renard, c'est possible, il est très intéressant à cause de sa couleur. Vous savez que le renard n'est jamais chassé, jamais tué, et enterré comme un homme si on le trouve mort, par les chevriers autrefois et par quiconque le retrouve, puisqu'il est consulté tous les soirs par les dogons pour savoir ce qu'on doit faire, pas seulement pour le futur, pour la façon dont on doit procéder. Alors les serpents, vous avez ici un très grand serpent et un autre qui est parallèle, qui court dans l'autre sens. Alors ça, je vous l'ai dit, les serpents sont les ancêtres mythiques transformés en serpents. Bien entendu, il y a 22 serpents de la 5e génération, dont j'ai la nomenclature, et dont nous avons pu déterminer un certain nombre qui connotent les ancêtres mâles et femelles de la mythologie. Donc les voilà, représentés. Il y en a un particulier, un. Alors ceci, ce sont des étoiles, ou des astres, d'une certaine façon. Vous avez des figurations d'astres, bien entendu. Et ceci, ce sont les fameuses cavernes du Silly. Et voilà des champs cultivés. Vous avez ici un champ à 8 carrés. Ceci, c'est le champ mythique du clan totémique. Il avait 8 parcelles, pour des raisons précises, et pas une de plus. Il y en a d'autres. On ne voit pas très bien. Vous avez aussi des petits personnages qui sont les enfants du renard et de la terre. Le renard arrache son placenta, forme la planète avec, et pénètre dans son placenta parce qu'il n'a pas sa jumelle,
qui n'a pas son âme femelle et qui cherche désespérément son double. Il le cherche toujours, il n'a pas fini de le chercher. Et il ne le trouvera jamais. On le lui a enlevé, Dieu le lui a enlevé. Mais il l'a cherché dans le sein de sa mère. Il a commis donc une sorte d'inceste, et de cet inceste sont nés les petits nains de brousse, dont certains sont purs et d'autres impurs. C'est une histoire très compliquée. Ceci peut être parfaitement un Andimboulou, un Yéban. Les Yébans sont bénéfiques, ce sont des gens qui qui sont les gardiens des animaux sauvages, du renard, et on leur fait des petites offrandes dans la brousse pour leur donner, par exemple, si on a récolté un champ de mil, eh bien on laisse sur un caillis pour les Yébans quelques grains chaque fois. Il y a aussi, que dire, voilà un personnage qui tient, comme vous le voyez, une crosse. C'est une arme de guerre. Et vous avez ici des masques. Tout ceci, ce sont des masques. Vous voulez montrer un masque à étage? Un masque à étage, oui. Je ne le vois pas tout de suite. Un masque à étage, il n'y en a pas tellement ici. Vous avez les fameux masques Kanaga, les voilà. Vous les voyez, en haut, dont je viens de vous parler. Et les sirigués, je n'en vois pas ici, plutôt. Ils sont couchés en général. Alors le sirigué, c'est encore autre chose, il a aussi trois connotations. Suivant ce qu'il connote, et la danse du sirigué, où son entrée dans la place publique... Et la crosse qui est là, Germaine? Je ne sais pas. Noire. Je ne sais pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus sur le modèle. Je regarde ici. Ah, voilà un chant aussi, voilà un chant familial, très important. C'est certainement l'image du premier chant de lignage. Il est du côté du nord, qui est le côté absolument bénéfique. Tout ce qui est du nord, c'est la direction par laquelle Ama a commencé le monde. Et les choses qui sont au nord sont bonnes. Les choses qui sont au sud, c'est l'image de la mort. Et on devrait trouver dans le sud, des gravures en fonction de la mythologie. Voilà le sirigué. Vous en avez un exemple ici. C'est ce masque très haut avec des barreaux, n'est-ce pas? Alors là, c'est l'image de la descente de l'arche sur la Terre et également l'image des mondes superposés. Parce que notre galaxie, j'emploie exprès ce mot, n'est pas la seule. Il y a une quantité de mondes tournoyants, d'étoiles autour de certaines. Et les Dogons disent nous en habitons une. En réalité, en général, ils la représentent au centre de ces sortes de crans, de divisions, parce que, disent-ils, symboliquement, on en représente 7, c'est le nombre qui implique automatiquement la multiplication à l'infini, puisque c'est un nombre qui additionne l'élément mâle 3 et l'élément femelle 4. Voilà pour 7. Et alors, c'est dessus, au-dessus? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ça, ne me demandez pas tout. Parce que... En tout cas, la circoncision alors avait lieu là, et la circoncision ici représente elle est importante du point de vue social, parce que c'est à la 5e génération que se sont formés les 22 clans initiaux, je ne dirais pas de l'humanité, parlons des Dogons. Ce sont les 22 grands totems Dogons, qui sont donc figurés par les sanctuaires totémiques dans chaque famille. La généalogie mythique s'arrête là, et la 5e génération, ce sont l'instauration des 22 grands clans des Dogons. Vous avez donc à ce moment-là un auvent qui représente, si vous voulez, le maximum. C'est là que s'arrête d'ailleurs la mythologie. Le mythe s'arrête à l'auvent de Songo. Et l'histoire des Dogons commence à une centaine de kilomètres au nord, à côté du village de Bongo, au sommet de la falaise de Bandiagara. Là se trouve la grotte où les ancêtres des gens de Bongo ont fondé leur premier village sous abri.
Madame Manu, vous pouvez commencer par là. Vous avez ici une des nombreuses cavernes qui ont été habitées par les Tellem d'abord, par les Dogons ensuite, comme on vient de vous le dire. C'est un des premiers aboutissants des voyages, de la migration Dogon dans cette région-ci. Je vous dis tout de suite qu'il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas, mais toutes les toutes premières informations que nous avons prises sur ce sujet, d'abord parce que les Dogons en parlaient spontanément, étaient les lieux où ont habité les Tellem et où ils étaient encore quelquefois quand les Dogons sont arrivés. Quand les Dogons sont arrivés, ils ont commencé par occuper les cavernes, bien entendu, et comme vous pouvez le voir, même si vous vous retournez, ce sont des cavernes à valeur défensive. Elles sont généralement bouchées, même quand l'ouverture est aussi grande que celle-là, ce qui n'est pas le cas partout. C'est une des plus grandes que j'ai vues, et c'est grâce au chef de Bongo, on vient de vous le dire, que nous avons pu venir ici. La caractéristique des habitations Tellem, c'est leur emplacement. Elles étaient probablement également défensives, en tout cas pour les Dogons c'est indiscutable, étant donné qu'ils ont eu toute leur vie à se défendre contre les attaques de leurs voisins, en particulier les Peuls et les Mossis, qui venaient prendre leurs récoltes et les emmener en esclavage souvent. Ils en ont beaucoup souffert et ils se mettaient dans des cavernes abrités ou dans des hauts lieux d'où ils pouvaient voir arriver l'ennemi. Et à cette époque-là, m'ont-ils dit, en me parlant de leur arrivée, nous cultivions la lance au dos. Bien entendu, ces endroits sont toujours près de points d'eau permettant de boire et de vivre. Sans ça, il n'y a pas de possibilité d'installation humaine. Mais aussi, un peu plus loin, quand on va sur la route d'Arou, on constate qu'il y a beaucoup de champs. On ne peut pas s'en douter dans ce dédale. Et il est probable que les gens qui étaient ici cultivaient en dessous, en bas et un peu plus loin. Mais pas dans la plaine à cette époque-là. Je ne le pense pas. Il y a ici des habitations Tellem, des habitations Dogons, parce que les Dogons, paraît-il, ont occupé un certain temps cette caverne. On peut distinguer, ceci le spécialiste nous le dira, les constructions Tellem des constructions Dogons. Monsieur Belot, qui connaît ça à fond, vous les montrera. Mais on sait déjà que, par exemple, ceci était un sanctuaire Dogon d'ancêtres, c'est-à-dire il y avait là-dedans des poteries qui ont été diagnostiquées examinées par Diamboulou et qui a dit ça c'est ce qu'on appelle le Wagem, c'est-à-dire le lieu des ancêtres. Ici, on a trouvé quelque chose qui prouve que c'était le sanctuaire totémique Dogon du lieu. Et par là, vous avez les ruines des grandes maisons de famille qu'il existe dans chaque village et en général par quartier. Je ne sais pas si ici il y a plusieurs quartiers, bien entendu, plus personne n'est là pour nous le dire, mais c'est vraisemblable et en tout état de cause, même si ce n'était pas plusieurs quartiers, c'est une immense famille étendue qui a habité ici. Et il est bien possible que, avec Piedonneau, ce était une des premiers occupants. Témique aussi, il y a autre chose. Là, vous lui montrez. On est venu avec le chef de Bongo. Le premier jour, il m'a dit qu'on a trouvé les poteries ici. Il demandait, il dit que ça c'était une guina. Oui. Il dit c'est un wagon, oui, pardon, c'est un wagon. Ils sont sacrifiés ici. Après là, on a trouvé des wagons ici, avec les bois, et puis tous les fétiches sont ici. Là, c'est une chef de famille qui ont été par là. Dedans, la position de Tellem qui nous montre. La première fois que nous sommes venus, on a trouvé les Tellem. Comme les Tellem est parti, les premiers gens qui sont venus habiter ici, alors ils ont fait leur grande maison, la maison du chef, et puis les greniers, et puis les wagons, tout ils sont faits ici. Après ça... Le Wagem, c'est l'hôtel dans des ancêtres. Oui. Après ça, on est quitté ici, d'aller à Bongo pour construire les autres... C'était des Arous, alors? Oui, c'est ça. Ce sont des Arous, Oui, n'est-ce pas? c'est des Arous. Oui. Vous avez ici tous les différents types d'architecture qui se trouvent dans ce pays. Il y a d'abord l'architecture en boudin, c'est la partie la plus bas de ce bâtiment-là. Ça, on a daté dans une autre grotte dans le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est avant les Tellem qui viennent ici dans le 11e siècle. Alors vous voyez ici les constructions en boudin humide qui sont posés l'un sur l'autre et avec les doigts, les impressions des doigts à l'extérieur, ici.
Et ça, c'est daté? Ça s'est daté dans le 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez ici, il y a beaucoup de grains de paille là-dedans, et ça c'est daté au carbone 14. Voilà, ici. Le type brique, construction en brique, Thelem, ça date du 11e siècle jusqu'au 14e, 15e siècle. Et enfin, il y a des constructions Dogon qu'on voit là-bas. Et ça, c'est après le 15e siècle, à peu près. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'étaient ces populations pré-Thelem? Non, on n'a pas trouvé des squelettes déjà, seulement de la poterie qui est dans les parois, et aussi des grains et tout ça qui sont enfouis dans les parois même. Et à ton avis, combien y avait-il d'habitants dans un abri comme ça? Vous avez encore toute une partie à droite, je vous signale. Ici je ne sais pas, mais pour la nécropole que nous avons fouillée à Toloi, il y a 2000-3000 squelettes, ça veut dire une population de 10 000 à peu près. Et au Gobara ici, à ton avis, c'était combien de personnes? Ici, avant ici, 60 ou 80 personnes peuvent loger ici. Hein. Ouais, même plus que ça. Du point de vue des grains que l'on utilisait, est-ce qu'on en a trouvé une différence? Par exemple, est-ce que le fonio apparaît? Est-ce qu'avant il y a d'autres graines et après, non? Non, pas encore. C'est pas encore. Parce que là-dedans, il doit bien y avoir de temps en temps des graines qui doivent être enfermées là-dedans. Nous les avons, mais je ne sais pas. Des épis peut-être qui Pas des épis, non. Mais on a des grains, mais ce n'est pas déjà analysé. Ah bon? Pour cette période pré-Thelem. Pour les Thelem, nous avons analysé ça. Parce déjà. que c'est très important de comparer avec ce que Richir a trouvé dans l'Orchize. Oui. Parce que dans l'Orchize de Mauritanie, à côté de Tekdaoust, il y a eu il y a également des greniers souterrains comme ceux-là, cachés, et il serait très intéressant de faire une comparaison entre ceux-ci. Et on vient de me dire tout à l'heure aussi que dans les monts Mandingues, il y avait également alors des grottes avec des greniers comme ceci. Ça avait l'air d'être donc réparti un peu partout. Et lorsque nous aurons des comparaisons par datation au carbone 14 et en même temps des déterminations de graines, je crois que ça sera très important. On a parlé du berceau agricole de la vallée du Niger. Je crois qu'il serait très important de savoir enfin, quand ça a commencé, puisqu'on aura des dates au carbone 14, et ce que l'on cultivait. Parce que ce que Manson a trouvé dans la falaise Tichitoualata, ce sont des graines, au début, ce sont des graines sauvages. Ce ne sont rien que des graines sauvages. Et alors le mil, le petit mil, tout ça apparaît simplement vers 1000 avant l'ère, ce qui est relativement tardif, il y en avait certainement auparavant, et il serait intéressant, je crois qu'il y a toute une étude comparative qui sera fort intéressante à faire pour les historiens, les sociologues et autres, et pour l'étude même des populations. Il y a une espèce de civilisation avec ces greniers souterrains. Alors maintenant, Mont-Mandingue, Mauritanie, Pays d'Ogon, il y en a peut-être d'autres. Youssouf Cissé. Oui. On a parlé des migrations des Monts Mandingues où nous étions l'année dernière. Oui. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur ces migrations à ton avis? Eh bien, cette migration massive des Malinqués en direction du Pays d'Ogon a en fait débuté avec les guerres almoravides. Et les Dogons le disent si bien en disant que c'est pour une affaire d'œuvre qu'ils ont émigré du Mandé. Ce qui veut dire en clair qu'ils ont fui l'islamisation. Ça, c'est le début des mouvements migratoires des Malinqués en direction de ces pays et surtout de la région du Bani, de la région de San et même de Guinée. Alors, seconde migration, c'est avec les guerres de Soumaoro. Vous savez que cette guerre a pratiquement bouleversé toute la région s'étendant de Kominé, non loin de Ségou, Kominé que nous avons survolé hier et qui était un très grand port, Kominé et Dioro, et aussi la vallée du Sénégal. Soumaoro, pour s'opposer aux esclavagistes Sarakolé, Mor, Tamashek et même Malinké, a procédé au blocus de tous les pays situés dans le sud. Et à cette période, alors, les Dogons ont encore, et les Malinké, émigré en masse des monts Mandingues et même de la haute vallée du Niger, où on retrouve encore les villages qu'ils ont cités, qu'ils ont quittés.
Je cite par exemple Bankassi, dans la région de Kita, qu'on retrouve en pays d'Ogon sous le nom de Bankas, non loin de Koro. Vous avez à côté de Banyangra un village qu'on appelle Kaba. On trouve Kaba, c'est-à-dire Kankaba, dans la Haute-Vallée. Vous avez Sebi, non loin de Banyangra. Vous avez Sebi dans les monts Manding. Mais nous avons d'autres villages qui ne sont pas des villages typiquement malinqués. Vous avez par exemple Nyamina en pays d'Ogon. Or, on sait que Nyamina, c'est un village, enfin, Sarakode. Voilà ce qui est des différentes migrations malinquées.